c'est un article en date du 4 mai 2022, écrit par Justine Brados. Donc le mardi 3 mai, les eurodéputés ont écarté la proposition d'une élue verte, Caroline Rouse, qui visait à interdire le chalutage de fond dans les aires marines protégées. C'est donc une nouvelle occasion manquée de renforcer la protection de la biodiversité marine qui s'est jouée ce mardi lors d'un vote en séance plénière au Parlement européen. 319 eurodéputés ont ainsi voté contre l'amendement déposé par Caroline Rouse, tandis que 280 ont voté pour et 35 se sont abstenus. L'élu écologiste proposait d'interdire le chalutage de fond dans les aires marines protégées, AMP, aires marines protégées. Cette technique de pêche qui consiste à racler le plancher océanique avec de lourds filets est très controversée, car elle est non sélective et abîme largement les habitats marins traversés. Donc là on a un petit extrait d'une bande dessinée de 2013 dans laquelle Pénélope Bagieux explique le principe et les dangers du chalutage en eau profonde. Je te mets la petite illustration ici au montage. Ce sont des énormes bateaux qui tractent un filet géant lesté, qui décape le fond sans discrimination, qui racle pendant plusieurs heures absolument tout ce qui est accroché sur son chemin. Point. Petite illustration qui nous décrit la vision du chalutage. Contrairement à ce que leur appellation laisse entendre, les aires marines protégées ne sont soumises qu'à peu de restrictions. Elles sont pensées comme des espaces de cohabitation entre toutes sortes d'activités, telles que le tourisme, le transport et la pêche, y compris industrielle. Une étude publiée dans la revue Science en 2018 relatait que le chalutage était 1,4 fois plus intense au sein des aires marines protégées en Europe qu'à l'extérieur. D'ici 2030, 30% des eaux européennes devront être protégées. Bon, je me suis remis un petit peu mieux parce que je n'étais pas très à l'aise là où j'étais. Donc contrairement à ce que leur appellation laisse entendre, les aires marines protégées ne sont soumises qu'à peu de restrictions. Elles sont pensées comme des espaces de cohabitation entre toutes sortes d'activités, telles que le tourisme, le transport et la pêche, y compris industrielle. Une étude publiée dans la revue Science en 2018 relatait que le chalutage était d'1,4 fois plus intense au sein des aires marines protégées en Europe qu'à l'extérieur. D'ici 2030, 30% des eaux européennes devront être protégées selon la stratégie adoptée par la Commission. Aujourd'hui, seul 1% des espaces marins européens sont placés en protection stricte, bien loin des 10% visés par Bruxelles pour la fin de la décennie. Pour contrer la demande d'interdiction portée par Caroline Rouse, jugée trop ambitieuse, l'eurodéputé macroniste du groupe Renew Europe et président de la commission pêche du Parlement européen, Pierre Karlenskig, a proposé un amendement alternatif au contour plutôt flou. Sa solution, vantée comme plus pragmatique, interdire l'utilisation de techniques nuisibles dans les aires marines strictement protégées en suivant les meilleurs avis scientifiques disponibles. C'est finalement cet amendement qui a été adopté au Parlement dans le cadre du rapport d'initiative sur l'économie bleue. Le texte n'introduit aucune obligation législative
Ensuite, deuxième article toujours sur Vereco. En mai, et si on laissait la tondeuse au garage? Article du 4 mai 2022 par Anne-Sophie, nouvelle Anne-Sophie, nouvelle. Révolution dans les jardins anglais. Depuis 3 ans, l'organisation caritative pour les plantes sauvages, Plant Life, invite les jardiniers britanniques à remiser leurs tondeuses au garage au mois de mai pour préserver la biodiversité. Ne faites rien, laissez les fleurs sauvages de votre pelouse s'épanouir et ouvrir un festin de nectar à nos pollinisateurs affamés. Voici le mot d'ordre de la campagne No More Way ou mais sans tondeuse. No More Way. No More May, No More May, No More May. No More May, No More May, No More May, No More May. Mais sans tondeuse, mais sans tondeuse, mais sans tondeuse, mais sans tondeuse. Cette conviction, il la tire des observations faites par son association qui, à travers cette campagne, implique les Anglais et les Anglaises dans une immense opération de comptage de fleurs intitulée Every Flower Counts. Chaque fleur compte. Avec 15 millions de jardins au Royaume-Uni, nous voulons savoir quelles sont les fleurs les plus abondantes sur les pelouses et déterminer la quantité de nectar qu'elles produisent, et ainsi prouver que cet espace peuvent devenir de hauts lieux de biodiversité. En 2021, 78,8% des 2157 participantes et participants s'étaient abstenus de passer la tondeuse pendant un mois avant de prendre part à cette opération de science participative. Les No Mo Mayors avaient alors recensé plus de 465 000 fleurs et signalé la présence de plus de 250 espèces végétales, dont des fraises sauvages, de l'ail et des ours, et un éventail éblouissant de raretés comme la fougère langue de serpent, la saxifrage des prés, la frétilière tête de serpent et le lieuton. Des différentes et nombreuses orchidées sauvages ont aussi illuminé les pelouses libérées. Les enquêteurs de l'opération ont ainsi compté près de 100 espèces de pollinisateurs sur les pelouses en 2021, dont 25 types de papillons de nuit et de papillons
signature de ce contrat illustre l'incohérence et l'hypocrisie du gouvernement vis-à-vis de la crise énergétique. Il martèle que la guerre en Ukraine appelle à nous libérer de la dépendance aux énergies fossiles, mais nous enfonce dans des décennies d'addiction au gaz de schiste, sans que ce type de contrat n'apporte aucune solution de court terme, déplore Laurette Philippot, chargée de campagne pour l'ONG. Donc avant de passer à d'autres articles,
Conséquence 1, le thermomètre mouillé, le wet pool temperature. Le plus redouté n'est pas la chaleur indiquée mais la température thermomètre mouillé maximale. Elle combine la chaleur et l'humidité pour indiquer la quantité d'évaporation dans l'air. Lorsque la température au thermomètre mouillé dépasse environ 30 degrés Celsius, nous sommes incapables. Ça c'est assez intéressant, je ne connaissais pas. Nous sommes incapables de réduire notre température par la transpiration et nous souffrons donc d'un coup de chaleur mortel au bout de quelques heures, généralement entre 4 et 6 heures. Que vous ayez de l'eau avec vous ne changera rien au résultat. Donc lorsque la température au thermomètre mouillé dépasse environ 30 degrés Celsius, eh bien on ne peut pas réduire notre température par la transpiration, qu'on boive ou non. Donc attention, c'est une notion compliquée, hétérogène, qui n'a pas la même définition selon la région dans laquelle vous l'utilisez. De plus, depuis au moins un mois, le chiffre de 35 degrés Celsius est avancé un peu partout dans la presse française, alors que les dernières études montrent que la létalité adviendrait plutôt autour de 31 degrés Celsius. Bien sûr, ce qui vient d'être dit est le cas pour les personnes en bonne santé. Vous pouvez avoir de graves problèmes de santé ou mourir avec une température humide moins importante. En effet, 28 degrés peuvent suffire pour certaines personnes, comme lors des canicules européennes et russes de 2003 et 2010, qui firent des dizaines de milliers de morts. Il existe un autre outil intéressant qui s'appelle l'Humidex. Conséquence 2, eh bien c'est le travail et la santé. Le marché du travail indien est très loin d'être adapté aux aléas climatiques présents et à venir. Sophie Landrin, correspondante pour Le Monde en Inde, apporte quelques précisions sur les travailleurs lors de la canicule. Au contraire, les gens continuent de travailler malgré les conditions extrêmes car la majorité des travailleurs ne sont pas salariés. Ils appartiennent à ce qu'on appelle le secteur informel sans assurance, sans contrat de travail. S'ils ne travaillent pas, eh bien ils ne sont pas indemnisés. Lors des premières et dernières vagues de Covid-19, ils avaient dû regagner leur village.
parce que mon appareil photo ne supporte pas non plus très bien la canicule, donc il surchauffe et il s'éteint tout le temps. Donc désolé. L'une des solutions les plus courantes pour supporter la chaleur de la canicule est d'allumer la climatisation. Mais cela n'est pas sans conséquence, surtout dans un pays comme l'Inde. Presque 80% du mix électrique vient d'énergie fossile et un peu plus de 70% du charbon. Les autorités n'ayant pas anticipé que les vagues de chaleur allaient durer aussi longtemps, la forte demande d'électricité a épuisé les stocks de charbon et les coupures de courant sont très fréquentes depuis 2 mois dans le pays, parfois pour plusieurs heures. Nous ne parlons pas de quelques foyers, mais de 2 tiers des foyers, soit des centaines de millions de personnes. Si vous avez l'image d'un serpent qui se mord la queue en tête, c'est tout à fait normal. C'est ce qui se passe quand on gère une catastrophe, quand on gère en catastrophe et sans planification un système électrique et plus globalement un système énergétique. On prend des décisions en urgence qui peuvent venir potentiellement aggraver le changement climatique et donc amplifier les aléas et les catastrophes climatiques. Conséquence 5, les effets combinés. L'un des risques identifiés de la poursuite du réchauffement climatique, c'est que chaque région pourrait subir de façon différenciée plus d'événements climatiques extrêmes, parfois combinés et avec des conséquences multiples. Cela a plus de chances d'arriver avec un réchauffement à plus de degrés Celsius que 1,5 degrés Celsius et d'autant plus avec des niveaux de réchauffement supplémentaires. Traduisez combiné par plusieurs en même temps, canicule suivi de méga-feux par exemple comme au Canada en juin 2021. Il est arrivé plusieurs cas similaires au Pakistan depuis 2 mois avec la canicule. Les glaciers fondent beaucoup plus vite que prévu et peuvent mener à des effets en cascade. C'est ce qu'il s'est passé avec plusieurs ruptures de lacs glaciaires, dont celui qui était sur le glacier Shivspur. Donc c'est une zone surveillée par les scientifiques car ces inondations brutales peuvent non seulement avoir des conséquences économiques et sociales mais aussi mortelles avec des milliers de personnes risquant d'être prises dans des crues. L'une des autres conséquences est l'augmentation du nombre de méga-feux, donc des gigantesques incendies en fait. Selon le Forest Survey of India, les dernières années ont observé une augmentation du nombre de méga-feux et 2022 ne fera pas exception. Ces feux ont provoqué des dizaines d'incendies agricoles où les cultures de blé ont été détruites. Une partie des forêts de la fameuse compensation carbone sont également parties en fumée dans le nord du pays. Un
saisi le Conseil d'État. Donc article en date du 20 mai 2022. Donc l'AMF, c'est l'Association des maires de France. Donc, cette association des maires de France souhaite obtenir des garanties juridiques concernant l'obligation faite à 126 communes de s'adapter en priorité à l'érosion du littoral aggravée par le réchauffement climatique. Le gouvernement a adopté le 6 avril l'ordonnance relative à l'aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte prévu dans la loi Climat et Résilience de 2021. Puis, le 4 mai, il a publié la liste des communes qui devront réaliser des cartes du risque de recul du littoral à 30 ans et 100 ans, base de futures nouvelles règles d'aménagement du territoire allant jusqu'à des interdictions de construire. L'Association des maires de France a décidé de saisir le Conseil d'État pour l'interroger sur le bien fondé de ce texte et afin de garantir la sécurité juridique de l'ensemble de ce dispositif et d'accompagner l'action des maires. Si l'AMF reconnaît que les communes littorales attendent depuis longtemps les outils et ressources nécessaires à leur adaptation, afin d'éviter les situations juridiques et humaines inextricables révélées par le cas emblématique de l'immeuble Le Signal à Soulac-sur-Mer, elle juge que les nouveaux outils proposés dans l'ordonnance ne répondent pas à cette attente ni du point de vue de la sécurité juridique ni sur celui de la garantie des ressources. L'AMF regrette notamment que l'ordonnance opère un transfert des charges masqué de l'État vers les communes sans les ressources financières dédiées. Ensuite, autre article, toujours sur le moniteur. Et donc ce sujet m'intéresse tout particulièrement d'ailleurs parce que c'est en partie le sujet que j'ai choisi pour mon mémoire de stage de fin de master. Je travaille sur la zéro artificialisation nette et l'évolution des formes urbaines en prévision de celui-ci. Donc l'article s'appelle Mise en œuvre du ZAN, zéro artificialisation nette. Le Sénat consulte les élus locaux. C'est un article de Sandrine Feulpin du 20 mai 2022. Ouverte jusqu'au lundi 27 juin, la consultation a pour but de recueillir les témoignages des collectivités pour identifier et résoudre les difficultés d'application concrète du volet lutte contre l'artificialisation des sols de la loi Climat et Résilience. Une démarche qui pourrait déboucher sur une proposition de loi visant à mieux articuler le déploiement d'une politique de sobriété foncière ambitieuse et concertée. Donc, quelques semaines après l'adoption des premiers décrets d'application de la loi Climat et Résilience et avant que n'intervienne en cascade la modification des documents d'urbanisme, les sénateurs donnent la parole aux collectivités. Alertée par certaines d'entre elles, la Chambre haute du Parlement s'interroge en effet sur la mise en œuvre concrète de l'objectif de zéro artificialisation nette, ZAN. Réponse rapide et constructive de l'État. Les décrets d'application remettent en cause les équilibres de la loi, consignes variables des services de l'État, nécessité de repenser dans des délais serrés l'ensemble des politiques territoriales, l'insuffisance des outils de mesure de l'artificialisation. Autant de défis qui, pour les sénateurs, nécessitent une réponse rapide et constructive de l'État et peut-être du législateur pour s'assurer de l'accompagnement des collectivités par les services de l'État et la bonne prise en compte des difficultés de chaque territoire. Désolée pour mes parents qui parlent très fort en bas alors que je leur ai dit que je tournais cette vidéo. Mais bon, ils sont très têtus. Et ici dans ma famille, c'est une habitude de parler fort, j'ai l'impression. À cet effet, le Sénat propose aux élus de tous les niveaux de collectivité de partager leur regard sur la mise en œuvre de la loi via sa plateforme de consultation en ligne, de l'évolution des documents d'urbanisme à l'impact sur les permis de construire, en passant par les moyens à la disposition des élus
valoriser les friches ou désartificialiser les sols. Le questionnaire mis en ligne permettra aux collectivités d'informer le Sénat de leurs difficultés et de transmettre leurs suggestions. La consultation elle est ouverte jusqu'au 27 juin. Et à l'issue de la consultation, une proposition de loi visant à mieux articuler le déploiement d'une politique de sobriété foncière ambitieuse et concertée sur l'ensemble du territoire français pourrait être présentée, précise la communication du Sénat.
Ces archives concernent les essais nucléaires réalisés entre 1966 et 1996 en Polynésie française. Je veux la vérité et la transparence avec vous, avait alors déclaré le président de la République. C'était quelques semaines après Toxic, notre enquête sur l'impact des essais nucléaires dans le Pacifique, en partenariat avec le collectif Interpret et le programme Sciences et Sécurité Globale de l'Université de Princeton. Depuis, le chercheur Sébastien Philippe et son équipe de l'Université de Princeton ont poursuivi leurs travaux de modélisation des retombées radioactives liées aux explosions atomiques. En suivant la même méthodologie que pour Toxic, ils se sont penchés sur le cas de deux nouveaux essais, Sirius de 1966 et Pallas de 1973. En calculant la trajectoire des nuages de Sirius et Pallas sur plusieurs jours, là où le commissariat à l'énergie atomique CEA et les autorités françaises s'étaient cantonnées à une projection sur 24 heures, l'équipe de Princeton a découvert deux choses. Lors de l'essai Sirius, l'île de Tahiti a été fortement contaminée sans que la population ne semble avoir été informée. Près de 5000 habitants de l'archipel des Australes sont susceptibles d'avoir été contaminés par les retombées de l'essai Pallas en 1973. Or, les essais Sirius et Pallas n'ont jamais été considérés comme des accidents nucléaires par l'État français. En 1966 donc, c'était la première contamination de Tahiti. Le 4 octobre 1966, à 18h15, l'armée française tire l'essai Sirius depuis une barge posée sur le lagon de Mururoa. Selon la modélisation du nuage effectuée en laboratoire, celui-ci a frappé l'île principale de Tahiti 18 heures plus tard. Ce résultat vient donc confirmer un article récent de chercheurs internationaux, dont un membre de l'ICERM, qui stipule que le nuage de Sirius est le deuxième plus contaminant pour Tahiti. Pourtant, à notre connaissance, les habitants de l'île n'ont pas été avertis par les autorités des risques encourus. Sirius a touché certaines zones de Tahiti plus que d'autres. La presqu'île de Taia-Rapu enregistre par exemple une radioactivité dans l'air 10 fois supérieure à celle mesurée à Mania, la station où sont réalisées les principales mesures du CEA. Donc, malgré l'importance supposée de la contamination, le gouvernement français n'a jamais réévalué les doses reçues par les populations de l'île. Le nuage de Sirius a fini par se propager à travers toute la Polynésie française, des Tuamotus aux îles Marquises, sur une zone s'étendant jusqu'à 1800 km à l'est de Tahiti. À notre connaissance, le rapport radiologique du tir Sirius n'est toujours pas libre d'accès. Cet épisode s'ajoute à celui de l'essai Centaure, réalisé 8 ans plus tard, en juillet 1974, dans le cadre de l'enquête Toxic. Nous révélions en effet que le nuage de Centaure avait touché la totalité des habitants de Tahiti et des îles sous le vent, soit 110 000 personnes, une situation qui fut soigneusement passée sous silence par l'État français. Ensuite, concernant les victimes de l'essai Pallas,
Livingstone a calculé qu'environ 5000 habitants de l'archipel des Australes, situé à plusieurs centaines de kilomètres au sud de Papeete, ont pu être contaminés par les retombées de cet autre essai atomique. Selon un document faisant partie des archives publiées par Disclose, les militaires s'attendaient dès le départ à ce que les retombées se dirigent vers l'archipel des Australes, au sud-ouest de Mururoa. Pourtant, à notre connaissance, les autorités françaises n'ont pas alerté les habitants pour qu'ils se mettent à l'abri. En 2006, le CEA a consacré un rapport détaillé sur 6 accidents nucléaires connus et l'essai Pallas n'y figure pas. En 2021, une étude de l'INSERM avançait que la dose reçue par des mineurs de moins de 15 ans a pu atteindre 23 millisieverts à la thyroïde, soit plus de 1 millisieverts sur tout le corps. Ces conclusions, en accord avec les modélisations de notre partenaire, signifient que près de 2500 à 3000 d'entre eux pourraient être reconnus comme victimes des essais nucléaires. De fait, ils pourraient demander réparation à l'État dans le cas où ils auraient développé l'une des 23 maladies radio-induites reconnues par la loi. De l'iode radioactif dans le lait. En revanche, il est impossible de réévaluer en détail la contamination des adultes. Pour cause, les documents déclassifiés par Emmanuel Macron ne couvrent pas l'année du tir Pallas, ni l'année 1974 qui marque la fin des essais atmosphériques. La modélisation du nuage démontre que l'île de Tahiti a aussi été touchée par les retombées radioactives, ce qui expliquerait pourquoi l'armée française a détecté, quelques semaines après l'essai Pallas, une augmentation du taux d'iode radioactif dans le lait de Tahiti, un lait qui, selon un rapport scientifique daté d'octobre 1973, était distribué aux enfants des écoles sous forme de lait glacé aromatisé durant la période scolaire. Donc voilà pour cette histoire. Donc j'ai voulu parler de ça, donc déjà notamment pour la pollution environnementale et sanitaire de ces essais nucléaires réalisés à Tahiti par l'armée française, et aussi parce que c'est un sujet qui m'a beaucoup touchée quand les enquêtes sont sorties, puisque mon papa a fait l'armée ces années-là en fait, et à Tahiti. Il était conducteur de poids lourd ces années-là. Je sais plus à quel âge il était parti là-bas. Et en fait, c'est toujours un fan de vélo, mais il faisait ses courses de vélo là-bas. Quand il avait fini son travail, ses journées de travail, il allait se baigner le soir. Quand toute la journée, ils avaient tiré les essais nucléaires. Et il s'en est rendu compte bien plus tard de ce qui s'était vraiment passé. Et il nous en parle souvent, et ça l'a souvent tracassé de savoir que déjà d'une, il avait participé à ça. Alors pas directement, mais voilà, il était à ce moment-là dans l'armée au moment où les essais étaient tirés, et les conséquences sur les gens qui vivaient là-bas, sur la santé même des personnes qui étaient recrutées à l'armée en fait, puisque c'était le service militaire obligatoire à l'époque. Et donc voilà. Donc c'est quelque chose qui l'a beaucoup touché, et il a suivi de près ses enquêtes. Donc voilà, c'était intéressant pour moi de lire tout ça. Je vais te faire profiter encore un petit peu des cotons. Des cotons, 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 des cotons.
ce n'est pas du tout le cas. Si toi aussi tu dis petite à toutes les sauces, eh bien tu peux me dire que tu fais partie de cette team en commentaire. Et je me sentirais peut-être moins seule. Et je trouve que la cire, le tapping avec les bouts de doigts dessus est assez intéressant. C'est un petit peu presque sticky, presque collant un petit peu, avec la cire qui fond légèrement sous les doigts. Et en plus c'est très fragile. Je sais pas si tu vois, mais ça bouge sur les doigts. Bah, je l'ai même cassé, tiens, regarde. C'est malin, c'est vraiment tout fin quoi. Ah bah ça commence à se fissurer là. Tu vois, c'est une très très fine couche. Donc, article de Futurama Planète. L'énergie solaire peut être exploitée. L'énergie solaire peut être exploitée en pleine nuit. Nathalie Meyer, journaliste, publié le 21 mai 2022. L'énergie solaire a ceci d'incommode qu'elle n'est disponible que le jour, lorsque le soleil brille, mais peut-être plus pour si longtemps, car des chercheurs montrent aujourd'hui comment cette énergie pourrait être exploitée au beau milieu de la nuit. Les panneaux solaires photovoltaïques produisent de l'électricité à partir de l'énergie envoyée vers la Terre par le soleil. L'idée de John Wee, fan et de ses collègues, capter l'énergie sous forme de chaleur qui quitte continuellement la surface de notre planète à l'aide d'un photodiode à semi-conducteur infrarouge orienté vers le ciel. Et c'est le dernier article sélectionné pour le mois de mai. Ce que je vais faire, c'est de tourner une autre vidéo pour les actualités du mois de juin. Et j'ai pas encore tranché si j'allais les publier en même temps ou juste à la suite, mais les deux d'affilée dans deux vidéos séparées. Je ne sais pas encore, mais peut-être que je te demanderai ton avis. Ou sinon je ferai une compile des deux vidéos en une, si celle-ci n'est pas trop longue et si celle de juin n'est pas trop longue non plus. Parce que mes vidéos sont assez longues déjà, si tu as remarqué. Et j'ai pas envie que ce soit trop long au point de décourager certains de regarder. Je n'en sais rien. Donc on va voir. Mais peut-être que du coup tu verras la vidéo du mois de juin juste après celle-ci, si j'ai décidé comme ça, si j'en ai décidé ainsi. Eh bien, je te souhaite une très bonne nuit. Je suis contente que tu aies cliqué sur cette vidéo d'information. J'espère que tu as passé un agréable, instructif